Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Alors aujourd'hui, nous vous proposons notre épisode 263. Et le micro de Bulle de Bonheur continue à voyager, toujours à la quête des gens heureux qui ont aussi des histoires. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Luc Tessier-Dorfeuille. Bonjour Luc. Bonjour Raphaël. Alors tu es déjà venu derrière notre micro de Bulle de Bonheur à l'épisode 66 et on avait consacré cet épisode à la méthode Coué. Et nous avons choisi de te réinviter aujourd'hui car tu viens de sortir un livre, un petit bijou sur la méthode Coué, toujours et encore, intitulé « De mieux en mieux avec la méthode Coué » aux éditions Pygmalion Communication. Alors, si vous avez envie de remporter des challenges, de renforcer votre confiance en vous, de mieux parler en public, de réussir un examen ou tout simplement pour aller de mieux en mieux, ce livre est fait pour vous. Et nous sommes à Montrouge, dans tes bureaux. Joie de faire cette interview en présentiel. Alors Luc Tessier-Dorfeuille, tu diriges toujours Pygmalion Communication et tu continues avec brio à former et coacher des cadres en entreprise avec ce focus particulier où tu excelles de la prise de parole en public. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Alors j'ai envie de t'interroger sur un des axes que tu as pris dans le livre, parce que quand je l'ai lu, j'ai été très interpellée par le début où tu parles du pragmatisme d'Émile Coué. Et j'aimerais qu'au cours de notre conversation, nous parlions de cette thématique-là. Alors, pour toi, comme pour Émile Coué, qu'est-ce que tu entends par pragmatisme? Je vais commencer par dire que Émile Coué voulait faire des études de chimie. Et donc, les études de chimie, on est bien dans l'expérience. Et l'expérience, ça permet de voir ça marche pas. Et c'est avec pragmatisme qu'on fait évoluer ces expériences. Malheureusement pour lui, ses parents n'avaient pas de quoi lui payer des études de chimie. Et la réponse de son père, ça a été, écoute, tu vas faire des études de pharmacie, parce que l'avantage de ça, c'est que dès que tu commences les études, tu peux déjà travailler en pharmacie, donc gagner un peu d'argent. Très pragmatique, le papa. Absolument. Et donc, probablement que ça a été aussi dans la culture de Coué. Et puis, pharmacien, pharmacien, c'est pragmatique. Vous venez chercher un médicament, de quoi vous avez besoin, en quoi vous êtes malade, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que Coué intuitait des tas de choses autour du placebo et de l'effet placebo. Et pour aller au bout de sa démarche, il l'a testé. Il a osé tester avec pragmatisme, avec efficacité, de manière empirique à l'époque. Ce que il a pu découvrir, c'est aujourd'hui corroboré par les neurosciences, on le sait. Et lui, c'est simplement par les expériences qu'il a pu développer tout ce travail autour de l'effet placebo, avec l'impact que pouvait avoir la parole du pharmacien sur la guérison de ses patients. Hyper intéressant en fait. Moi j'ai envie un peu de dire que finalement le pragmatisme c'est un peu comme une fuite d'eau. En fait on répare avec ce qu'on a sous la main au lieu d'attendre d'avoir la solution parfaite. Alors j'aime beaucoup ton histoire de fuite d'eau et ça me fait réagir parce que Émile Coué s'est retrouvé avec une femme qui voulait un médicament, elle n'avait pas l'ordonnance nécessaire. Et donc il lui a dit qu'elle ne pouvait pas. Elle était totalement paniquée. Et il avait déjà fait son travail, sa recherche sur cet impact de l'effet placebo. Et du coup, il a été assez culotté ce jour-là. Il a été dans son arrière-boutique et il lui a préparé une potion, comme le faisaient les pharmaciens à l'époque. Il n'y avait pas les grands labos d'aujourd'hui. Et en fait, sa potion, c'était de l'eau. Il parle de fuite d'eau, de l'eau distillée avec les petits parfums qui vont bien. Et il est venu retrouver la femme en disant, alors attention, c'est 3 gouttes le matin, 3 gouttes à midi, 3 gouttes le soir, pas plus, pas moins, et respectez bien la prescription. Avec pragmatisme. La femme est arrivée quelques jours après en disant « Mais c'est encore mieux que le médicament, ce que vous m'avez donné, que celui que j'avais pris l'habitude d'avoir. » Donc c'est vraiment par l'expérience qu'il a développé son approche. C'est grâce à toutes les expériences qu'il a pu mener qu'il en a sorti finalement ces principes. Oui, c'est par les expériences qu'il a menées et c'est aussi parce qu'il s'était intéressé à ce qui existait, ce qui se faisait autour de lui. Un des exemples qu'il donne dans son livre, l'un de ses trucs, c'est le rapport entre la volonté et l'imagination, c'est une planche. Imaginez une planche qui est posée par terre dans la rue. Les enfants aiment bien comme ça marcher sur cette planche et chacun d'entre nous, nous pourrions marcher sur cette planche. Maintenant, si cette planche, on la plaçait entre 2 camions ou entre 2 immeubles, ça serait pas tout à fait la même chose. Et cet exemple que nous donne Coué, il l'a repris chez Blaise Pascal.
qui lui-même l'a repris chez Montaigne, qui lui-même l'a repris chez les philosophes grecs. Et je les cite là parce que Coué, lui, il a été les chercher, ses sources. Et donc, il a aussi travaillé sur ses sources avec beaucoup de pragmatisme. Et puis, il s'est intéressé à d'autres sources qui étaient un peu nouvelles à l'époque. C'est ce début du développement personnel aux États-Unis. Et Coué, là aussi, avec pragmatisme, s'est dit, il faut que je me forme. Et donc, il s'est mis à apprendre l'anglais. Et il a appris l'anglais juste pour pouvoir lire des livres autour de l'hypnose, autour de la suggestion, qui commençaient à émerger des États-Unis, où il a d'ailleurs été reçu comme un héros par 2 fois. Oui, absolument. Et d'ailleurs, comment surnommait-on? Le marchand de bonheur. Voilà, Comment donc... tu peux oublier ça, Raphaël, dans ce podcast-là? Oui, le marchand de bonheur. C'est comme ça que les Américains l'ont surnommé le marchand de bonheur de Nancy, puisqu'il était connu comme celui qui a monté la 2e école de Nancy, qui est devenue l'école lorraine de psychologie appliquée. C'est grâce à Coué et à Nancy qu'est née la psychothérapie en France. Outre ce côté très pragmatique avec lequel il avançait, il a allié ce pragmatisme aussi avec beaucoup de choses autour du positif, autour de l'écoute. Et que finalement, les deux font un excellent combo. Le fait à la fois d'être concret et également d'avoir cette écoute, cette attention, cette disponibilité qui, on le sait, en accompagnement, que ça soit toi dans tes coachings, moi dans mes accompagnements, combien le fait d'être à l'écoute, combien le fait d'être disponible et d'être là pour la personne contribue quelque part aussi au fait que la personne aille mieux. Tout à fait. Et ce qui était assez exceptionnel chez cet homme, c'est que c'est venu très tôt. C'est venu très jeune. Monsieur Delaunay, qui était le propriétaire de la pharmacie où Coué a démarré en tant que jeune apprenti, c'était une pharmacie qui était à Troyes. Il a été connu comme le marchand de bonheur de Nancy. Mais sa pharmacie, elle était à Troyes. Et Delaunay disait, c'est incroyable le rapport que ce petit jeune a avec les patients qui viennent chercher des médicaments. Et en fait, ce qu'il y avait d'exceptionnel chez Coué, c'est justement qu'il était à l'écoute des gens, à l'écoute de leurs sujets, à l'écoute de leurs soucis, à l'écoute de leurs maladies. Et rien que ça, déjà, ça leur faisait du bien. Et à côté de ça, il avait toujours le petit mot qui va bien. Prenez ça, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Prenez ça, vous allez voir, dans 2-3 jours, vous serez sur pied. Toujours ce mot positif, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a pris conscience de ce qu'on appelle l'impact de l'effet placebo, c'est-à-dire qu'au-delà du produit lui-même, que ce soit un vrai médicament ou un faux médicament, comme peut l'être le placebo qui n'a pas de molécule active, le simple fait de rajouter dans la parole de celui qui le donne, du pharmacien, ça a un impact. Et peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles certains médecins étaient un peu fâchés avec lui, c'est qu'il se disait, lui, le meilleur ami des médecins, mais il rappelait aux médecins que ça serait bien qu'ils écoutent bien leurs patients et puis qu'ils prennent leur temps d'expliquer. Or, souvent, et c'est malheureusement encore vrai aujourd'hui, le pharmacien vous donne des médicaments sans trop savoir ce que c'est, et d'ailleurs, pour avoir l'air encore plus intelligent, quand il écrit le nom des médicaments, vous êtes incapable de le lire, et il faut être bien de pharmacien pour être capable de lire une écriture, une ordonnance de médecin. Bon, maintenant, heureusement qu'il y a les ordinateurs et on a les ordonnances souvent sur l'ordi. Oui, mais c'est pas le cas de tous, et donc, il y a ce rapport à l'écoute qu'avait Coué, peut-être plus que ses médecins de l'époque. Mmh. Et j'aime beaucoup là, ces phrases-là qui sont donc dans ton livre à la page 43. Les paroles s'impriment en nous et conditionnent notre comportement. Vous allez aller mieux ou tu as l'air en forme. Ces suggestions produisent un impact immédiat et positif sur notre état physique et moral. Et bien sûr, et ça nous l'avons tous vécu. Bien sûr. Coué était attentif à ça. Et si vous allez, toi Raphaël, tu vas à dîner ce soir, et puis qu'une de tes bonnes amies qui t'invite à ce dîner te dit « Oh, dis donc, t'as une petite mine !» ça va pas être très confortable pour toi, alors que t'es rayonnante aujourd'hui, regarde ton sourire, t'as été au ski. Voilà, ça fait du bien. Et oui, ces suggestions qui viennent de l'extérieur, elles nous touchent. Et c'est culturel très probablement, elles nous touchent d'autant plus, nous, que je vais qualifier de gaulois, quand elles sont négatives. Nous avons ce biais de davantage être sensible au négatif que d'être sensible au positif.
mais un petit complément positif, ça fait de toute façon toujours du bien. Absolument. Et puis surtout, ce que je trouve génial avec les travaux de Coué, c'est que ça vient aussi corroborer toutes les dernières études scientifiques et les neurosciences. Et ces dernières études que j'ai lues il n'y a pas extrêmement longtemps, dont je gave un peu tous les auditeurs, donc mais là comme ça, vous allez vraiment le savoir encore une fois, c'est que les neurosciences se sont rendues compte que augmenter les impacts positifs font diminuer le négatif, alors que diminuer le négatif ne fait pas augmenter le positif. Et ça, je trouve que cette prise de conscience, elle change juste tout. Ça sert à rien de vouloir essayer de comprendre ce qui fonctionne mal ou y passer trop de temps parce que finalement, on continue à creuser le trou dans lequel on est. Alors que finalement, s'orienter vers davantage de positif, se valoriser, prendre confiance en soi, développer son estime de soi, etc., avoir cette conscience de soi, parce que je trouve que ces 3 mots sont vraiment importants, quelque part, viennent augmenter notre vision de nous-mêmes positive, et de ce fait-là, ça vient atténuer les petits travers que nous pouvons avoir. Tout à fait. Et par rapport à ce que tu dis là, déjà, j'aime bien rappeler que ce que tu évoques, ça vient d'une science qui est la psychologie positive. Absolument. La psychologie positive, il y a Martin Seligman, qui est le père de ces travaux-là. J'ai eu la chance, dans le cadre du Printemps de l'optimisme, d'assister à une de ses dernières conférences en France. À la sortie de cette conférence, j'ai été le saluer et je me suis permis de lui dire que je travaillais à la réhabilitation d'Émile Coué en France et que malheureusement en France, il n'était pas aussi connu ou reconnu qu'il pouvait l'être ailleurs, dont aux États-Unis. Et immédiatement, Martin Seligman me dit « Every day, in every way, I'm getting better and better ». Il connaît parfaitement Coué et il sait combien Coué a participé de la psychologie positive et de toutes les recherches d'aujourd'hui. Et puis, je vais ajouter un truc. Hier et avant-hier, j'animais une formation, tu l'as dit, c'est une de mes spécialités, sur la prise de parole en public. Et quand je parlais des biais tout à l'heure, l'un des objectifs d'un des garçons qui était là, c'était de savoir quels étaient ses défauts en prise de parole. Voilà, l'important pour lui, c'est de savoir ce qui n'allait pas. Et moi, je lui ai dit, tu sais, ça va être beaucoup plus intéressant de travailler sur ce qui va. Et je travaille dans mes stages sur les feedbacks positifs. Bien sûr, je dis qu'est-ce qu'il pourrait améliorer, je le demande, mais il y a une grosse colonne, c'est que ce que les gens ont apprécié chez toi. Et je rappelle, et c'est les techniques des sportifs de haut niveau, c'est développer ce qui marche bien et continuer de l'améliorer. On va pas demander à un footballeur droitier d'être un champion du pied gauche. Bien sûr, il va s'entraîner un peu, parce que si la balle arrive du côté, il faut que quand il tape sur le pied gauche, si possible, ça aille dans le but. Mais l'objectif, c'est de continuer à perfectionner son pied droit. C'est pas qu'il devienne un champion du pied gauche, on va laisser ça au gaucher. Absolument, complètement. Et puis, c'est vrai qu'avant une compétition sportive, si on ne se rappelle que de ses échecs, on risque pas d'aller bien loin. C'est clair. Alors que si on se souvient de ses réussites et la joie que ça procure, on rejoint encore un des principes de Coué, c'est cette visualisation positive. Tu évoques la joie, il y a un certain nombre, il y a des postulats qui sont à la base de la méthode Coué, il y a les lois essentielles autour de la volonté, de l'imagination, et puis il y a des tas de lois annexes, et il y a la fameuse loi dite de l'émotion. Et ce que nous dit Coué, c'est que quand j'imagine ou quand je me fais de l'autosuggestion, plus l'émotion est forte, et entre autres l'émotion de joie, joie de réussir l'examen, joie de se voir réussir un exploit sportif, cette joie-là va me faciliter cette suggestion et va la renforcer. Donc hyper intéressant pour toutes. Alors on n'est pas tous des sportifs de haut niveau, mais par contre on a tous des défis au quotidien, comme ce que tu travailles, la prise de parole en public, que ça soit un dossier à rendre, que ça soit une présentation à faire, etc. Donc on est tous confrontés en fait à ces défis et que donc on invite tout le monde de faire un peu d'autosuggestion positive. Tout à fait. Et un autre défi qui existe, il se trouve que je suis dans une association qui fait ce genre d'accompagnement, c'est la recherche d'emploi. Et comment j'aborde des entretiens et comment je suis suffisamment positif quand je les aborde. Et qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs que d'être positif dans un entretien d'embauche. Et quand j'en sors, est-ce que je suis capable d'être satisfait de ce que j'ai fait et joyeux de mon entretien. Et plus je vais être joyeux de mes entretiens, plus je serai joyeux dans les entretiens suivants. Bien sûr, ça se prépare, il faut être professionnel, il faut être, je vais reprendre ton mot, le début de notre interview, être pragmatique et en même temps connaître tous les côtés positifs que nous avons et être capable d'analyser qu'est-ce que j'ai fait de positif dans cet entretien.
Alors, il y en a certains, on va pas non plus se mentir, hein, qui ont cette capacité plus naturelle à pouvoir avoir cette forme d'optimisme. Il y a des personnes que j'appelle un peu les vigilants, qui sont ceux qui ont tendance à regarder un peu plus les problématiques qui peuvent subvenir, qui ont aussi leurs qualités. Dans certains métiers, c'est juste indispensable d'avoir des vigilants. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes plus vigilantes pour essayer, on va pas dire d'atténuer parce qu'on ne se change pas non plus complètement, mais d'utiliser leur vigilance pour en faire quelque chose de positif? Deux choses me viennent. Bien sûr, la vigilance, c'est important. Et si vous travaillez dans la compliance, si vous travaillez dans la sécurité, bien entendu qu'il faut être attentif, vigilant, et que envisager ce qui risque d'arriver, un incendie ou ceci, pensons à Notre-Dame, est-ce qu'on avait tout envisagé ou pas? Je dois faire attention à la sécurité. C'est important. Maintenant, si je ne fais qu'envisager le pire, ça va être compliqué. Je redonne un exemple. Le stage que j'ai fait hier et avant-hier de prise de parole, j'ai évoqué un des stagiaires, j'en avais un autre à la fin du stage, et pourtant il a fait des progrès. Tout le monde a reconnu qu'il avait fait des progrès. Quand on débriefe à la fin, il dit « Ouais, mais tout ça, je sais pas si je le ferai un jour devant des gens. » Et là, je me dis « Mon Dieu !» Il a passé 2 jours. Il a passé 2 jours, et là, c'est là, par rapport à ce que tu dis, tu vois, alors moi, ça me renvoie à mes limites de formateur, et je l'ai renvoyé sur la méthode Coué. Je lui dis « C'est sûr que si tu imagines pas pouvoir le faire, ou si tu imagines que ça ne va pas marcher, tu le feras pas. Et donc, tu ne sauras jamais. » Et là, je l'ai challengé sur c'est quand ta prochaine étape, qu'est-ce que tu vas quand même oser faire pour qu'il fasse ce premier petit pas. Mais oui, il y a des gens qui sont intrinsèquement plus pessimistes que d'autres. Vigilant, pessimiste, c'est pas tout à fait pareil. Ah non, c'est pas tout à fait pareil. Et donc là, c'est pas croire qu'il est devenu un orateur exceptionnel et très charismatique. Il a fait des progrès, il a compris des choses. Mais considérer qu'il n'est pas sûr que tout ça puisse lui servir, c'est bien la preuve quand même que c'est pas que de la vigilance, c'est plus du pessimisme. Ou alors des freins qu'on se met soi-même sur la capacité à pouvoir réussir. Parce qu'il y a aussi un autre postulat que j'aime bien, si toutefois c'est un postulat, j'espère que je ne dis pas d'erreur, c'est le fait que les pensées se réalisent. C'est le premier postulat de la méthode Coué. Toute pensée que nous avons en tête devient réalité. Dans la limite du raisonnable. Et quand je dis dans la limite du raisonnable, c'est du Coué. Sa phrase, c'est bien ça, toute pensée que nous avons en tête devient réalité dans la limite du raisonnable. Donc en fait, si on reprend le cas de ton orateur qui était venu pour se coacher, pour progresser et qui imagine qu'il ne pourra pas le faire devant tout le monde, le défaut aurait été de se dire je deviens un superbe orateur, je suis le meilleur et j'ai un charisme de folie. Là, on n'aurait pas été dans la méthode Coué. C'est-à-dire que là, ça n'aura pas été raisonnable. C'est ça ce que nous dit Coué. L'exemple que je donne, c'est que, et les auditeurs vont bien comprendre ça, soit se reconnaître, soit reconnaître des proches. Un jeune lycéen qui va passer le bac, un jeune qui va passer des concours et qui la veille se dit « de toute façon, je vais me planter, je vais encore rater », se donne quand même moins de chances de réussir que celui qui se dit « ça va bien se passer ». C'est sûr. La réalité, c'est que celui qui dit ça va bien se passer, s'il a passé le mois de juin à regarder Roland-Garros, Wimbledon et à faire la fête tous les week-ends et qu'il a jamais révisé de l'année, ça c'est pas raisonnable du tout. Donc oui, toute pensée que nous avons en tête devient réalité dans la limite du raisonnable. Et il y a des tas d'études en neurosciences qui montrent combien notre cerveau, effectivement, juste dans notre imagination, ça fonctionne et ça participe d'aider. Je donnais l'exemple de sportifs du haut niveau tout à l'heure. Les sportifs, par exemple, qui font du saut en hauteur ou du saut en longueur, se voient en train de passer au-dessus de la barre. Ils se font le film dans leur tête et ils se voient en train de passer une barre qu'ils n'ont jamais passée à cette hauteur-là, que d'ailleurs personne n'a passé parce que ils vont peut-être battre leur propre record et peut-être même battre un record du monde. Parce qu'ils se voient le faire. Le corps a l'impression qu'il sait déjà le faire. Et c'est ça l'autosuggestion consciente et positive, avec cette approche de visualisation, parce qu'il y a plusieurs manières d'aborder l'autosuggestion. Je me vois le faire, cette pensée devient raisonnable et possible. Et c'est hyper intéressant parce que ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a tous en tête des personnes qui, comme le dit l'adage, se tirent des balles dans le pied,
ou viennent confirmer ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Alors dans tout ce qui me touche, surtout autour de l'affectivité, je ne suis pas capable d'être aimée, ou on ne me respecte pas, ou on ne me respecte jamais. Eh ben malheureusement, ces gens-là viennent confirmer ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Bien sûr. D'où cette importance en fait d'avoir une visualisation aussi positive de soi-même. C'est essentiel et c'est là qu'un coach peut être utile. Hein. Bien sûr. J'ai des souvenirs de quelqu'un qui a plutôt ce côté un peu pessimiste plus que de la vigilance, hein, et qui me disait, tu te rends compte, moi j'ai jamais eu de bol. J'ai perdu 15 fois mon emploi. Ce qui, sur une carrière professionnelle, peut être assez énorme. Hein. Bien sûr. Et évidemment, on peut lui dire, ah oui, c'est vrai, t'as pas de bol. Moi, en tant que coach, je lui ai posé une question. Et je lui dis, ces 15 fois-là, il t'a fallu combien de temps pour retrouver du travail? Réponse immédiate, jamais plus de 2 mois. Ah, j'ai dit, ah ouais, t'as pas de bol, hein. Peut-être qu'il y en a qui y arrivent dès le lendemain. Mais quand même, arrête de me dire que t'as pas de chance. Tu retrouves 15 fois du boulot, alors qu'il y a plein de gens au chômage, qu'il y a des gens qui mettent 2 ans avant de retrouver un boulot. Toi, 15 fois de suite, tu mets moins de 2 mois? Comment tu peux me dire que t'as pas de chance? Et là, je voyais bien que dans son cerveau, je lui faisais faire un switch. Et, vu comme ça, bien sûr. Je dis, oui, mais tu peux voir les 2 côtés du verre, hein, à moitié plein, à moitié vide. Comment tu veux le voir? La réalité, c'est que 15 fois, tu as retrouvé du boulot en moins de 2 mois. C'est aussi la réalité. C'est ce petit pas de côté qui nous est bien cher à Bulle de Bonheur. Si je passe à la deuxième partie de notre interview, là, de mes petites questions que j'aime tant, est-ce que tu pourrais me dire quels sont tes 3 synonymes de bonheur? Je sais pas si c'est tout à fait des synonymes, ça. Dans la définition même du synonyme du dictionnaire, ça serait pas des synonymes, mais je vais dire famille, amitié, et j'ajoute aujourd'hui petits-enfants. Parce que ça, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur, je confirme. Et la deuxième question, en 2 minutes, qu'est-ce que tu aurais envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? Regardez par la fenêtre, regardez le ciel, et s'il n'est pas encore bleu, il va devenir bleu. C'est vraiment comment est-ce que on regarde autour de soi, qu'est-ce qui se passe? Et une solution qui est proposée, Coué avec quelque chose de cet ordre-là, qui est proposé en psychologie positive, et très certainement d'autres dans ton podcast ont proposé ça, c'est faire une relecture chaque jour de qu'est-ce qui m'est arrivé de bien. Et voir, l'écrire, cette consoeur que tu connais, Florence Servan-Schreiber, 3 kiffs par jour, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Et non seulement je peux me les écrire sur un petit carnet, je peux les partager avec mon conjoint, les partager avec ma famille, et oser se dire, oui, aujourd'hui, j'ai quand même aujourd'hui, j'ai déjeuné avec Raphaël, j'ai fait un podcast avec elle, ça fait déjà un truc super chouette. Exactement, ça en fait déjà 2. Allez, ça compte pour 2, ça. Ça compte pour 2, et puis après ça, le dernier, c'est que le déjeuner était très bon. Donc ça y est, t'as tes 3. T'as coché la case. Merci beaucoup, Luc. Pour finir, j'ai envie de citer pour notre petite mousse une citation d'Émile Coué, qui, je trouve, vient un peu compléter ce que nous disions. Et il dit, il vaut mieux ne pas savoir d'où vient le mal que de le savoir et de le conserver. J'aime beaucoup cette vision quelque part très positive en disant, oui, regardons effectivement, comme on le disait, ce qui fonctionne bien plutôt que ce qui fonctionne mal. Et puis... Tout à fait. Et là, c'est intéressant parce que les gens ne le savent pas forcément. Je parlais tout à l'heure de l'école de Nancy que Coué a créée. En fait, c'est la 2e école de Nancy qui est devenue l'école Lorraine de psychologie appliquée. La première école de Nancy, c'était l'école d'hypnose et de suggestion du docteur Bernheim et du docteur Liébaud. Et Coué a fréquenté Liébaud et Bernheim. À quelques semaines près, ils auraient pu se croiser et ils se connaissaient, ils ont entendu parler l'un de l'autre de ce fameux Autrichien prénommé Sigmund. Oui. Et c'est vraiment ce qui différencie les deux. C'est que le sujet de Sigmund, c'est pourquoi je suis pas bien. Et Coué, c'était pas son sujet. C'est comment je vais faire pour être bien demain. Et je cherche pas à savoir d'où vient mon mal. Je cherche à remplacer par du bien. Absolument, absolument. Ce qui est vraiment le terreau aussi de la psychologie positive et de tous les accompagnements, en tous les cas, dont je me revendique aujourd'hui. Merci beaucoup, Luc, de ta participation pour notre podcast. Je rappelle le titre de ton livre, De mieux en mieux avec la méthode Coué, donc Pygmalion Communication, donc que l'on trouve à vendre sur Amazon. Il y aura le lien dans la bio et sur ton site.
Et chez les libraires Et qui peuvent chez le les commander. libraires qui peuvent le commander, évidemment. C'est quelque chose d'avoir dans sa bibliothèque, absolument. À très bientôt pour la sortie de ton prochain livre. Hein. Merci Raphaël. Merci. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsé par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.